Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça y est, vous l'avez vu il y a quelques jours, notre live de fin du Giro a eu lieu, l'épreuve italienne a pris fin et on va passer à un nouveau chapitre de la saison puisque maintenant on va se diriger très vite, et oui, à peine le Giro fermé sur le Tour de France dont le départ aura lieu dans à peu près 4 semaines maintenant, donc voilà, ça se rapproche et tout au long du mois de juin on en saura plus sur ce Tour de France, sur l'état de forme des grands favoris, etc. Et on vous fera plusieurs previews. Et en attendant, un rendez-vous qui est incontournable chaque année, c'est la grande épreuve de préparation, la répétition générale, on peut même le dire, avant le Tour de France. C'est le Critérium du Dauphiné qui va démarrer ce dimanche et on va du coup vous faire aujourd'hui la preview de ce Dauphiné. On va parler du parcours, on va parler du favori, on va parler des Français, etc. Pour m'accompagner ce soir dans ce podcast, c'est le dernier qui est arrivé dans l'équipe, mais on peut déjà dire que c'est quasiment le plus régulier sur les émissions. C'est Loïc. Comment ça va, Lolo ? Ça va très bien, Titien, ça c'est la grande forme. Là, j'enchaîne toutes les étapes. Ma saison de rookie, je la fais en prenant le plus d'expérience possible, on va dire. Et je m'amuse bien, je me régale. Et ça fait du bien de voir autre chose que du rose après 3 semaines de Poggi ultra dominant. J'espère qu'on va bien s'amuser sur ce Dauphiné. Et ça fait plaisir de voir du vélo avec plus qu'un grand favori. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pour tout te dire, pourtant le Dauphiné, c'est toujours cool comme épreuve parce que voilà, c'est vraiment, ça veut dire que le Tour de France approche et puis en plus c'est la répétition générale, mais c'est pas forcément mon épreuve favorite de l'année. Là, je suis vraiment hypé parce que c'est super ce qu'a fait Tadej Pogačar sur le Giro, mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines où t'as un mec qui domine tous les autres et puis derrière sur le reste de la bagarre au général, c'est pas forcément intense, etc. On en avait peut-être un peu assez, et là, écoute, je pense qu'on tous les deux, on va être très contents de retrouver une course où il y aura peut-être un petit peu plus de suspense et plein d'autres coureurs qu'on adore et qu'on va retrouver après, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois sans les avoir vus en compétition. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment pas trop l'impression que le Tour de France arrive parce que chez nous il y a de la météo de merde tout le temps. Ah, On est toujours mince tout alors. trempé. J'ai l'impression d'être en octobre, hein. C'est peut-être la fin de la Vuelta, mais pour l'instant pas encore de tour dans la vue. Écoute, on espère qu'en tout cas cette belle semaine du Dauphiné va s'accompagner de beau temps. Alors juste avant de démarrer cette preview, cette émission, petit rappel, n'hésitez pas bien sûr à nous soutenir sur YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Le nombre d'abonnés il fait qu'augmenter jour après jour et j'espère qu'avec le Tour de France qui arrive, vous allez être de plus en plus à nous suivre. Donc peut-être qu'on peut toujours espérer être à 2500 abonnés au départ du Tour de France, ce serait incroyable. En tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent, c'est génial. Et puis avant de démarrer, n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous y découvrirez les nombreux et très 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 réguliers et incroyables articles de Matt et Simon. Vraiment, ils font des tafs de malades, ils nous racontent des histoires, on revient dans le passé, donc c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ils viennent encore de sortir des articles là aujourd'hui. Ils font des récaps chaque semaine de ce qui se passe dans le vélo, donc ça complète bien les podcasts. Donc n'hésitez pas à foncer. Écoute, Loïc, cette émission, je propose qu'on le fasse en plusieurs temps. On va d'abord parler du parcours et puis ensuite on évoquera forcément les favoris, les coureurs qu'on souhaite suivre et puis on finira par un petit mot sur nos chances françaises sur cette épreuve. Est-ce que ce programme te convient ? Moi ça me va parfaitement. Écoute, je te propose d'ouvrir toi-même le bal et de nous présenter en détail le parcours de cette édition du Critérium du Dauphiné. Allons-y pour ces magnifiques 8 étapes. Alors on part déjà sur un parcours en général qui m'a l'air très très dur. C'est-à-dire que on rigole pas avec le critérium du Dauphiné. Là, on va bouffer du D+. Les sprinters vont avoir du mal à survivre sur cette course. Donc ça va être assez intéressant à regarder. On commence par une première étape qui commence à 5% sur fuel. Là, ça va être promis pour les sprinters. Il n'y a pas de très grosses difficultés. Ça monte et ça descend un peu, mais c'est rien d'insurmontable. Je te dirais, c'est une première étape assez classique, c'est-à-dire qu'on va se bouffer un sprint et en entrée. Et Ouais, après, ouais. Vas-y, je te laisse défiler les étapes et puis on en parle après.
On en parle après, c'est comme tu veux. Ouais. Après, on a une deuxième étape où justement on en parlait un peu avant l'émission. On part de Ghana et on va jusqu'au col de la Loge. En fait, cette étape-là, au début, je m'étais dit, bon, on va peut-être avoir des petits écarts, tu vois, ça va finir avec le groupe de favoris et on aura un top 10, top 15 qui va se dessiner. En fait, les punchers ont peut-être une chance, donc je pense pas qu'il y aura de très gros écarts. Ça monte un peu à la fin, mais c'est rien de d'insurmontable. Et il y a une troisième étape où là, on part de celle sur du roll et on arrive aux étables. Là, ça monte un peu plus, mais ça peut être promis à une échappée ou des punchers. Il y a quelques difficultés, mais ça reste rien d'insurmontable. On a des 3 km, on a quand même 3 km à 9,4% au milieu de parcours. On a 3,2 km à 5,5% et 2 km à 5,2% avant d'arriver aux étables, où c'est 4 bornes de montée à 5,2%. Donc ça promet d'être plus sur les punchers. Et après, la partie où ça commence vraiment à être très dur et où les vrais écarts vont se dessiner pour moi, c'est à partir de l'étape 4 où là, on va avoir un petit contre-la-montre. On va avoir des spécialistes de contre-la-montre sur ce Dauphiné. Donc ça, là, je pense que des écarts vont se dessiner et ce sera une étape qui sera ultra intéressante à regarder. Moi, j'ai déjà un peu mon petit favori, mais je donnerai, je donnerai pas encore mes informations. Euh, Après, on a sur l'étape 5 qui part de Amplepuis et on arrive à Saint-Priest. C'est vallonné, mais rien d'énorme non plus. Moi, je pourrais bien une échappée partir là. Mais ça peut être aussi un sprint. Mais comme on avait dit, la start list des sprinters est tellement faible que on va avoir un peu de mal. Et sur l'étape 6, ça commence vraiment à se corser. C'est-à-dire que là, on part de Haute-Rive, on arrive au collet d'Alvar. Ça va franchement monter à la fin. On arrive avec 11,5 bornes à 8%. Là, ce sera vraiment les premières grosses étapes. On a aussi le col du Granier à monter à 9 bornes à 5,5%. Là, on va voir des vrais écarts se dessiner. Et la fin de semaine, pour moi, est vraiment pas ratée. C'est-à-dire que c'est vraiment. Là, ça va bastonner, ça va être super à regarder. Il faut allumer sa télé pour ce week-end. Et après, on a l'étape 8 qui va être un peu l'étape reine. On part d'Albertville, on arrive à Samoins. Il y a le col des saisies à 9,5 bornes à 6,6%. Après, on a le col d'Arrache à 6,1%, 6,1 borne à 7,1%, oula, pardon, à 7,1%. Après, on se remange un col, le col de la Ramasse à 14 bornes à 7,1%, et on arrive à Saint-Mans 1600. Donc il y a 10 bornes à 9,3%. Cette étape-là, je crois qu'on a 4300 mètres de dénivelé positif. C'est un très très gros morceau à avaler. Ça va être très très sympa à regarder. Et s'il y a quelqu'un qui explose sur les cols avant la fin, il va avoir des très très gros écarts qui vont se faire. Et on a la dernière étape qui part, qui est bon, peut-être aussi très très compliquée. Donc on part de Thônes, on arrive au plateau des Glières. On a le col de la Forclaz à monter, le Salève, et on arrive on monte à le Torrent Skilière, donc ça va monter. On a 2,5 bornes à 7%. Avant le Salève, c'est 12 bornes à 7%. Le col de la Forclaz, c'est 7 bornes à 7,3%. Donc c'est vraiment des très très gros morceaux. Et je te laisse dire ce que tu penses de ces étapes et quelles vont être tes étapes préférées. Bah écoute, c'est compliqué. La première fois que j'ai vu ce parcours, je me suis dit, ok, j'aime pas. Les 3 dernières étapes, c'est la même chose. C'est une montée sèche. Alors effectivement, il y a d'autres cols dans l'étape, dans chacune de ces étapes avant, mais vu la difficulté que ce soit du plateau des Glières, de Samoins ou du collet d'Alvar, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça se jouera dans la dernière montée. Il faudrait être vraiment ambitieux pour attaquer dans la Rama, par exemple, sur l'étape de Samoins. Après, je me dis aussi que
Voilà, il faut attirer des coureurs qui vont faire le Tour de France, et il faut pas leur mettre un parcours trop non plus compliqué où ils savent que ça va bagarrer de très très loin. Enfin voilà, c'est quand même des mecs qui reviennent de stage, qui sont là pour se préparer et pas non plus pour s'épuiser. Donc dans cette optique, je peux comprendre. Je comprends aussi par rapport à la retransmission télé. En fait, sur le Critérium du Dauphiné, c'est pas comme sur le Giro ou sur le Tour de France, on a des étapes en intégralité. Hein. Ce sera 1 heure et demie de course, voire 2 heures grand maximum. Voilà, on est habitué à ce que le Dauphiné ce soit pas effectivement des retransmissions énormes. Et du coup, je pense que par rapport à ça, c'est assez intéressant parce que du coup, au moins, on loupera rien de ce qui se passe avant. J'espère qu'on pourra avoir la rama dans l'étape du samedi. Mais donc voilà, donc finalement, à première vue, je me suis dit un peu répétitif, mais par rapport à plusieurs arguments, je peux le comprendre. Même si par exemple, tu vois, la dernière étape, celle du dimanche, c'est quand même un petit peu dommage de finir en haut d'une arrivée au sommet. Peut-être qu'on aurait pu arriver dans la vallée après le plateau des Glières, un peu pour alterner, en faire une étape un petit peu plus dynamique, un petit peu plus ouverte. Je ne sais pas, parce que là c'est vrai que du coup sur la dernière étape tu te dis aussi, même si t'as du retard, pourquoi attaquer dans le Salève par exemple, vu la difficulté du plateau des Glières, parce que vous y trompez pas, hein, c'est 9 km à 7% le plateau des Glières, mais il y a quasi 2 km de replat sur chemin de terre à la fin, donc ça va être très très pentu, donc voilà, c'est répétitif, mais au moins, clairement, ça va mettre chacun à sa place parce que les 3 étapes de montagne sont quand même difficiles, avec des difficultés. Enfin, moi, ça moins, je connais pas du tout. Et bah, franchement, 10 km toi aussi, je pense que tu serais pas, alors que bon, je pense que t'es bien plus sportif que moi, mais 10 km à 9%, je pense que personne fait trop le malin dans une montée comme ça. Donc, ouais, je pense que ça va être très très compliqué enfin, un parcours très difficile pour les grimpeurs, en tout cas, qui vont se régaler du coup sur ces 3 dernières étapes. Et puis même le contre-la-montre, finalement, alors certes, ça va avantager un certain profil de coureur, mais quand tu le regardes, c'est pas un contre-la-montre tout plat. Il est mal plat, on va dire, à partir dans sa deuxième et dans sa troisième partie. Donc ça devrait faire des beaux écarts. En tout cas, il y a ces 4 étapes-là sur lesquelles on devrait voir les favoris se jouer la victoire. Et puis, dernière chose que je retiens de ce parcours, belle place à mon avis pour les baroudeurs punchers avec les étapes 2, 3 et même l'étape 5 qui leur conviendra très bien. Et à l'inverse, bon, de toute façon, là, on verra que la start list de sprinter est famélique, mais effectivement il devrait y avoir un sprint sur l'étape 1, mais ça devrait s'arrêter là. Donc ouais, ça va être écoute, normalement on devrait s'amuser sur à peu près toutes les étapes. Je vois aucune étape où j'ai envie de me dire bah ça va être un dodo et il va rien se passer, peut-être à part la première effectivement qui est pas très compliquée. Donc ouais, un parcours musclé, je trouve, pour ce Critérium du Dauphiné. Et en tout cas, on devrait avoir des réponses sur l'état de forme de chacun pour le Tour de France, parce que vu les difficultés de fin de semaine, personne ne pourra se cacher. Hein, c'est pas dans des pentes à 9-10% que tu peux rester dans les roues, et quand t'es pas bien, ne pas le montrer. Donc voilà, les hommes forts seront devant, et ceux qui ont encore beaucoup de travail avant le Tour, on le verra aussi. Ah oui, contrairement à toi, quand j'ai vu les étapes, moi j'étais super content. Je trouvais que c'était une très bonne excuse pour allumer l'Eurosport les heures de bureau. Moi, bon, heureusement pour le boulot, il y aura que 1 heure et demie de transmission ou 2 heures, mais je crois que c'était une bonne excuse. Mais je pense que là, on va pouvoir parler de nos favoris et des coureurs maintenant. Bah oui, tout à fait, parce que bah on peut le dire, hein, franchement, c'est quand même une start list XXL sur ce Dauphiné. Alors, on est habitué, hein, c'est l'épreuve de répétition vous savez, voilà, du Tour de France. Il y a également le Tour de Suisse, mais le Tour de Suisse, il y a souvent des moins grands noms. C'est souvent une épreuve voilà, qu'on a plutôt envie d'ajouter à son palmarès. D'ailleurs, on en fera peut-être une preview dans les prochains jours, on verra. Mais en tout cas, le Dauphiné, c'est la répétition générale. C'est là où chacun a envie de se tester avant le Tour de France. Et puis justement, voilà, Tadej Pogačar, forcément, il sera pas présent, hein, puisque du coup, il sort du Giro. Il a fait un petit entraînement de 3 semaines en Italie pour ce Tour de France. Il va aller continuer à s'entraîner, mais lui plutôt de son côté en stage, etc. Et puis, Jonas Vingegaard, qui est l'autre, le grand rival de Tadej Pogačar, on attend toujours de savoir s'il sera assez en forme pour être au départ du Tour, donc pas de nouvelles de ce côté-là. Mais derrière, voilà, la plupart hors ces 2 coureurs, on a quand même, j'ai envie de dire, pour moi, 90% des mecs qui vont jouer le podium du Tour, qui seront présents sur
sur ce Dauphiné, avec pour moi quand même, et je pense qu'on est d'accord, deux noms qui vont sortir du lot. On les avait quittés sur le Tour du Pays Basque, qui s'étaient déjà affrontés sur Paris-Nice, même si on n'avait pas eu de duel. Moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y aura sur ce Dauphiné, est-ce que ça va se résumer à un duel entre Primož Roglič et Remco Evenepoel? Alors là, déjà, je rebondis sur ce que tu dis sur Poggi. La légende raconte qu'il a fait 15 minutes de seuil pendant ce Giro. Mais non, Sûrement, non, sûrement. oui. Mais là, moi, je pense que cette course-là, il faut vraiment pas la résumer à deux noms. C'est-à-dire qu'on a deux noms qui sont énormes, en effet, qui étaient blessés aussi pendant une certaine période. Donc, on ne sait pas exactement comment ils vont sortir de cette blessure. Ils sont certes moins graves que celles que Vingegaard a eues. Mais on a une start list qui est énorme avec des noms de partout. Je trouve que là, moi j'étais en train de faire ma liste des favoris pour préparer l'émission et j'ai eu une dizaine de noms qui sont arrivés pour le classement général. Il y a énormément de monde. Donc oui, il y aura un duel principalement entre ces deux mecs-là. Faut voir aussi, je trouve que les équipes qu'ils apportent sont assez intéressantes. Il y aura des petits conflits inter-équipes, je pense à la Bora, où il y a beaucoup de grosses personnalités et ça sera intéressant de voir si Roglic va réussir à dire que c'est lui le patron. Et aussi, enfin, est-ce que les deux coureurs, enfin Evenepoel et Roglic, pour moi, c'est deux coureurs qui sont pas, enfin, ils peuvent avoir leurs similarités, mais c'est quand même deux façons de courir différentes. Et je serais vraiment curieux de voir vraiment un duel entre les deux. S'ils se retrouvent à deux à un moment, comment on voit les stratégies, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis un peu d'accord. Bah, moi, je dirais que c'est les deux noms qui ressortent le plus de la start list de par leur palmarès et puis de par voilà le fait qu'on se dit toujours il y aura les quatre fantastiques au Tour de France cette année, on espère. Et puis voilà, ils sont cités dans ces quatre fantastiques. Donc mine de rien, voilà, Remco Evenepoel, c'est quand même un sacré nom. Primož Roglič, bon bah déjà il a gagné plusieurs fois le critérium du Dauphiné. Il a jamais manqué ce rendez-vous quand il préparait le Tour de France. Donc on va dire que c'est des valeurs sûres. Et je pense aussi que c'est sûrement les deux meilleurs, on va dire comment ça, rouleurs parmi les grands favoris, même si des mecs comme Ayuso savent aussi rouler. Voilà, il y a quand même ce chrono de 34 bornes qui devrait bien les placer. C'est aussi des excellents punchers, on va dire. Enfin, c'est des mecs sur des ascensions finales qui iront sûrement faire les sprints, peut-être même dès les deuxième, troisième étapes, etc. Et iront chercher des bonifs. Donc le fait que pour moi ça arrive à chaque fois via une arrivée au sommet et que ça se joue dans une arrivée au sommet, ça peut les favoriser dans leur statut à la fois de mecs très bons rollers qui vont prendre du temps sur les chronos et qui seront bien punchés en haut des cols. Derrière, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs incertitudes, leur état de forme, comment ils sont après leur chute sur le Dauphiné. Là, t'as l'entraîneur de Remco Evenepoel qui dit non, mais il faut pas du tout attendre Evenepoel sur le critérium du Dauphiné, il est pas du tout remis encore, voilà, donc bon alors moi, je pense que si Evenepoel il est à la ramasse sur le Dauphiné, ce sera pas bon signe du tout pour le Tour de France. Et je pense qu'il sera déjà à un excellent niveau. Hein. Enfin, mine de rien, voilà. À la fin de ce Dauphiné, on sera à 3 semaines du Tour. On peut pas être encore trop loin de son meilleur niveau. Donc, ça va être hyper intéressant. Est-ce que Primož Roglič, c'est toujours le Primož Roglič, voilà. Il a tout misé sur ce Tour et il va être en très très grande forme. Moi, sur la Bora, en tout cas, voilà, pour moi, le contrat il est assez clair. Roglič il est venu chez Bora, c'est le leader unique et je pense que Jay Hindley et Alexander Vlasov seront à son service, d'autant qu'ils vont essayer de travailler les automatismes pour le Tour de France. Et puis, ce qui m'intéresse sur Remco Evenepoel, c'est que depuis le début de l'année, on l'a pas vu en montagne. Hein. On l'a vu sur l'Algarve, mais c'était pas non plus de la montagne. Sur Paris-Nice, on sait que ça reste de la moyenne montagne, donc que vaut Remco Evenepoel à ce stade de la saison sur des cols et des vrais cols de montagne là, avec des pourcentages face à tout le gratin des grimpeurs mondiaux? Bah écoute, on va le découvrir. Donc je suis d'accord, pour moi c'est les deux noms qui ressortent, mais il y a aucune assurance que ce soit un duel entre ces deux coureurs et qu'ils soient largement au-dessus du lot. Ils ont besoin en tout cas pour moi de se rassurer.
de par leur chute et le fait que bah voilà, sur Paris-Nice ils ont pas été forcément hyper transcendants face à une adversité qui était assez relative, je trouvais. Donc voilà, très très curieux de voir ce que ça va donner pour ces deux coureurs. Et enfin pareil sur Evenepoel, est-ce que Mikel Landa voilà va se mettre à fond sur Evenepoel. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enjeux en fait pour ces coureurs, je pense, sur ce critérium du Dauphiné, et ça va être super intéressant. Bah, moi, j'entendais plusieurs personnes dire que le profil de coureur grimpeur était un peu mort enfin, pas carrément mort, mais par rapport à des gens qui jouent le classement général de nos jours, c'est pas vraiment des purs grimpeurs. Mais moi, je trouve que Evenepoel, il a encore pas prouvé grand-chose en haute montagne. Il a quand même gagné un grand tour, donc c'est pas rien, mais par rapport à des purs grimpeurs et des gens qui ont prouvé qu'en haute montagne, ils pouvaient faire des choses, j'ai pas encore vu grand-chose. Donc le pari qu'on avait fait au début de saison de dire que Remco ne gagnerait jamais, enfin ne gagnera pas de course par étape d'une semaine ou plus cette saison tient encore. Tiens encore, et oui, c'est vrai qu'on avait fait ce pari. Je pense que ça va être. Alors, c'est vrai que Vingegaard devait être sur ce Dauphiné, et n'est pas là, donc ça laisse une chance. Hein, mais en tout cas, ça, voilà, je pense qu'on est d'accord sur les deux que ça va être très très intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que t'as encore des choses à dire sur le duo Roglic-Evenepoel? Ouais, je pense qu'on peut passer sur les autres noms qu'il y a parce que Eh la ouais, il y a du monde. startlist, Hein. comme on l'a dit, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui attend au portillon. Ouais, tout à fait. Je crois que toi, t'as repéré deux coureurs que tu vois bien briller largement sur ce critérium du Dauphiné. Bah moi j'associe un peu Jorgensen et Kuss sur les deux Américains de la Visma parce que alors c'est vrai on les a pas trop vus enfin on n'a pas vu la Visma aussi proéminente que l'année dernière sur le début de saison. Oh, mais c'est C'est-à-dire que pire, hein. C'est ça. En 60 jours, ils ont une victoire. oui bon c'est même on pourrait dire que c'est Ah, une c'est catastrophe catastrophique. Là, pour l'équipe depuis néerlandaise. Paris-Nice, c'est la catastrophe. Mais moi je pense qu'il faut que l'équipe va se relever et qu'il va ils vont avoir une équipe très solide avec des gens qui ont bossé ensemble. Et je pense que le duo Kuss et Jorgensen, ensemble, s'ils arrivent à se suivre, ça peut faire des choses très très intéressantes. On avait vu quand même sur Paris-Nice que Jorgensen a gagné, faire des belles choses. Bon, d'accord, c'était pas de la très haute montagne, mais Kuss, moi je pense qu'il a montré que quand il bossait pour Vingy, il était très très bon en montagne. Il a gagné le Tour d'Espagne. C'est des noms qu'on peut pas mettre de côté. C'est vraiment des mecs qui sont deux déjà dans la même équipe, donc ils vont pouvoir bosser ensemble et ça va pouvoir aller très loin. Je crois à la Visma et au renouveau de la Visma, même si ça se confirme pas, il faudra vraiment être très très inquiet pour le Tour de France pour l'équipe en jaune. Et en deuxième coureur, bah c'est le coureur de UAE, c'est Juan Ayuso. Moi, je pense il peut montrer de très belles choses sur ce Dauphiné. Il joue en fait un peu ce rôle de demi-leader que, que UAE veut lui donner. C'est-à-dire que pour eux, ce serait une tactique très très intéressante de l'avoir en demi-leader, même si, bon, franchement, personne n'y croit à côté de Poggi. Mais ça va être, moi UAE pour moi c'est la grosse équipe qui va arriver sur le tour. Et là avec Marc Soler et Sivakov, ça va être une petite répétition pour ce Tour de France. C'est-à-dire que on va créer les automatismes, on va voir comment il se comporte en montagne et Juan Ayuso, avec les qualités qu'on lui connaît en contre-la-montre, il peut faire des très très belles choses, quoi. Je te rejoins sur Juan Ayuso. Bon voilà, enfin il a montré depuis le début de saison. De toute façon, quand tu fais podium de la Vuelta à 19 ans, c'est que t'es un crack. Ouais, Juan Ayuso c'est un énorme crack. Est-ce que juste il sera en forme? On avait vu que après un impressionnant début de saison, il avait commencé à décliner là sur le Tour de Romandie. On sentait que ça devenait un peu dur pour lui. Est-ce que depuis il a eu le temps de bien se reposer, de reprendre un nouveau cycle et de remonter en forme, ou est-ce qu'il sera encore voilà
Je pense qu'il a bien dû se reposer après son début de saison. Est-ce qu'il sera peut-être pas encore un petit peu tendre sur ce Dauphiné pour être au top sur le Tour, mais en tout cas, enfin voilà, s'il est au niveau qu'il a montré, par exemple sur Tirreno ou sur le Tour du Pays Basque, surtout vu son niveau en chrono, quand il est en forme, Juan Ayuso, c'est un excellent rouleur. Il a gagné plusieurs chronos en World Tour l'année dernière. Il a gagné en Romandie et en Suisse, donc ça peut être également un des grands favoris. Et puis quel message ce serait pour les adversaires de voir Roglic, Evenepoel ou autres battus par Juan Ayuso qui sera seulement numéro 2 ou 3 dans les hiérarchies UAE en juillet. Donc ouais, Ayuso, c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est peut-être le nom le plus crédible pour concurrencer Roglic et Evenepoel. Et puis alors par contre, moi je te rejoins un peu moins sur les deux coureurs de la Visma. La Visma, elle coule très très profond depuis le début de l'année. Il va vraiment falloir se reprendre. Ça va plus du tout, hein. Jorgensen, il a porté l'équipe en début de saison avec Vingegaard, mais derrière c'est la débandade. Et enfin il y a plein de coureurs qui arrivent pas à retrouver le niveau. Et pendant le Giro, ça s'est encore très mal passé. Alors il y a une belle victoire de Lafcoy au sprint, mais faut pas cacher que voilà, malheureusement Uitebrooks il a dû à un moment donné, Attila Valter était pas à son niveau depuis le début de l'année, même Jan Tratnik, je l'ai pas trouvé transcendant. Enfin voilà, il y a un truc dans cette équipe. Est-ce que c'est pas l'année du contre-coup après l'année dernière, je sais pas. Mais du coup, au-delà de ça, Sepp Kuss, je l'ai pas trouvé hyper transcendant depuis le début de l'année. Il avait fait quelques belles courses en février dernier, je crois que c'était à l'Algarve ou sur une course aussi en Espagne, la Classica des Jaén, là sur les chemins. Mais derrière, il a été très décevant autour de Catalogne. Enfin voilà, donc est-ce que en fait Sepp Kuss dans un rôle de leader, mais de leader sans... L'année dernière, tu vois, sur la Volta qui gagne, il avait pas ce rôle de leader. Il pouvait toujours se cacher derrière Enfin, il restait quand même, voilà, le troisième dans les hiérarchies. Est-ce que là, Sepp Kuss vraiment leader d'équipe, ça peut donner quelque chose de bon? Je sais pas. J'ai hâte de découvrir ça, mais il m'a pas rassuré depuis le début de l'année. Je pense par exemple qu'il sera beaucoup plus fort sur le Tour de France s'il y a Jonas Vingegaard à emmener en montagne que si lui il est tout seul. Et sur Jorgensen, Paris-Nice pour moi c'est pas le Dauphiné. Jorgensen il fait quand même 70 kilos, 1m90, 70 kilos, donc ça reste une belle bête. Et j'ai peur que sur la montée de Samoins par exemple, qui a près de 10% de moyenne pendant 10 km, ce soit un peu dur pour lui. Donc Jorgensen, je le vois un peu plus profil 4-4. Je serais quand même très étonné qu'un mec qui rivalise sur les classiques pavés, Tadej Pogačar, exception donnée évidemment, il puisse jouer avec les tout meilleurs grimpeurs sur des ascensions. Donc ça va être un peu une découverte à ce niveau, mais je pense que la très haute montagne c'est peut-être un petit peu compliqué pour un gabarit comme celui de Matteo Jorgensen. Mais c'est que mon avis évidemment. Ah, mais ton avis est tout à fait recevable, mais je pense que déjà sur la Visma, sur le Giro, l'objectif, ça a pas, j'ai pas l'impression que c'était vraiment le classement général. Même s'il y avait Brooks qui était là pour jouer le classement général, il est malheureusement tombé malade, et j'ai l'impression que c'est un peu un running gag, malheureusement, chez la Visma cette année. Tout le monde tombe malade. Il y a tout le temps un problème, où il y a des chutes, où il y a une maladie. Je sais pas si leur magnifique professionnalisme va pouvoir régler ce problème, mais peut-être qu'il va falloir se mettre à la bière. Non, mais tu vois, il y a des dynamiques d'équipe et tu vois, Decathlon, deuxième équipe mondiale, ils ont une super dynamique et inversement, Visma, depuis 3 mois, là, c'est très très compliqué. Donc, peut-être que voilà, avec ce nouveau cycle, avec des coureurs qui reprennent un nouveau cycle, la hype va remonter, mais t'as l'impression qu'en l'absence des deux patrons finalement qui sont blessés, l'équipe ça va un peu moins bien. Donc à voir. En tout cas, ce sera bien de voir s'ils savent redresser la barre sur ce Dauphiné. Et parce que tu vois, Sepp Kuss et Jorgensen, s'ils ratent leur Dauphiné et que 2 semaines après t'apprends Vingegaard il sera pas au départ du Tour, l'équipe Visma va venir au Tour sans grande certitude. Donc ils ont besoin de se rassurer. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ces coureurs dont tu as parlé? Non, je te laisse parler de tes favoris à toi. Bah ouais, moi j'ai 2 coureurs, forcément, on va reparler de Decathlon, hein, on va parler de Decathlon AG2R, l'équipe qui est partout, l'équipe qui gagne tout, l'équipe qui fait une incroyable saison. Et voilà, leur grand leader en montagne fait son retour sur ce critérium du Dauphiné. C'est Félix Gall, l'Autrichien. Félix Gall, dont on n'oublie pas les exploits hein, sur le dernier Tour de France avec sa belle victoire, c'était au sommet du col de la Loze, ou juste après le col de la Loze, là où ils étaient remontés, voilà, qui avait été impressionnant sur l'étape la plus
plus dures du Tour de France. Je me souviens en dernière semaine du Tour l'année dernière, qui était peut-être le numéro 3 en montagne derrière Pogačar et Vingegaard. Donc hâte de voir où se situe Félix Gall. Je pense qu'au général, pour gagner, ça va être très très compliqué parce que je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en contre-la-montre, c'est quand même pas le meilleur rouleur. Hein. Il a une sacrée position. Il va avoir du mal. Il devrait perdre quand même beaucoup de temps, mais par contre, c'est clairement un mec qui peut aller gagner une belle étape de montagne. C'est un pur grimpeur. Et les 3 dernières étapes, elles sont faites pour lui. Moi, je le vois très bien gagner une des 2 dernières étapes. Et puis voilà, sur son Van Rysel, dans tous les cas, ça devrait bien fonctionner. Donc, je vois Félix Gall top 5, pas mieux parce qu'il y aura eu le chrono, mais top 5 et une victoire d'étape. Et moi, le deuxième mec dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est un peu l'alter ego de celui dont tu as parlé, Juan Ayuso. C'est l'autre espagnol qui monte, c'est la relève du cyclisme ibérique, Carlos Rodriguez, qui a juste un an de plus qu'Ayuso. Et voilà, ils sont très liés depuis le début de l'année, puisque on se souvient de cette dernière étape du Tour du Pays Basque où ils sont partis tous les deux avec la victoire de Rodriguez et Ayuso qui va chercher le général. Et puis sur la dernière ascension à l'Ésine du Tour de Romandie, Juan Ayuso qui porte le maillot de leader et qui craque, et c'est Carlos Rodriguez qui va le récupérer, qui va remporter ce Tour de Romandie, première course par étape World Tour dans la besace pour l'Espagnol d'Ineos, qui est pour moi comme Ayuso, une pépite que je verrais bien. On en reparlera, mais pourquoi pas sur le podium du prochain Tour de France. Donc il m'a l'air de monter en puissance après un début d'année au mois de mars début avril qui était un petit peu compliqué. Je pense qu'il sera très fort sur ce critérium du Dauphiné. C'est pas un excellent rouleur, mais c'est quand même un mec qui va assez bien limiter à mon avis sur un contre-la-montre difficile. Et puis derrière en montagne, il est très très fort. Son seul défaut, je trouve, c'est que il a pas de punch, vraiment pas de punch, donc ça peut lui jouer dans simplement des courses de côte, mais moi je vois bien Carlos Rodriguez également top 3, top 4 de ce Dauphiné, pourquoi pas tout vainqueur. Enfin, je pense vraiment que c'est un gros talent, donc moi j'ai également le suivre cette semaine. Je sais pas ce que t'en penses toi de ces 2 coureurs. Moi sur ces 2 coureurs, je te suis totalement, c'est-à-dire que Félix Gall, vu la dynamique de l'équipe et vu ce qu'il avait montré les années précédentes, il part s'il n'y avait pas eu contre-la-montre, il serait dans les très très grands favoris. Malheureusement, ou peut-être qu'avec les Van Rysel, il s'est vachement amélioré en contre-la-montre, je sais pas. D'ailleurs, en live, on rigolait de ça, on disait, on voulait être sponsorisé par Decathlon et par Van Rysel pour aller encore plus vite. Donc en tout cas, je fais un nouvel appel du pied. On est passé de la façade au Van Rysel pour tout le monde dans l'équipe. On ira tous extrêmement vite maintenant. Et pour retourner au sérieux, je pense que c'est quelqu'un qui a montré des belles choses dans le passé et il peut faire facilement un top 5 et aller chercher des étapes. Là-dessus, je peux que te suivre. Et pour Rodriguez, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il fait un super début de saison. Il a fait un Tour de Romandie. Il était impressionnant. Il y avait d'autres surprises aussi sur le Tour de Romandie, comme le fameux Lipovitz. Il a disparu depuis. Je pense qu'il a disparu depuis. Il a étoile filante de une semaine. Mais lui, il est quand même extrêmement fort. Il a des qualités de partout. Il est quand même beaucoup plus fort aussi en contre-la-montre qu'un Gall, donc il peut aller sur le podium. Il y aura un peu une bataille entre Rodriguez et Ayuso qui ont des qualités assez similaires quand même. Ça va être très très beau. Et en fait, quand la réflexion qu'on peut avoir après en voyant tous ces noms, c'est à quel point cette start list en fait du Dauphiné est énorme. C'est-à-dire que comme on le disait, t'as 80% des favoris du Tour de France qui sont là, qui sont en préparation. On pourrait en parler des heures, mais il faut faire attention aussi à dire, ok, c'est le Dauphiné, c'est pas encore le Tour. C'est peut-être, ce sera des indicateurs, mais il peut avoir des gros changements, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, les enjeux sont un peu différents. Par exemple, tu vois, un Ayuso, je pense que sa place dans les hiérarchies du AE, il passera pas devant Pogačar avant le Tour de France. Donc, tu vois, alors qu'un Carlos Rodriguez,
il a pas obligation, mais quand même, il se doit de faire une excellente performance sur ce Dauphiné pour se dire, bah ouais, je suis le leader de cette équipe Ineos et Egan Bernal et Tom Pidcock, vous serez derrière moi dans les hiérarchies. Donc je pense que c'est aussi important pour certains coureurs comme Rodriguez de s'affirmer sur ce critérium du Dauphiné. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur nos grands favoris outsiders de cette course. Je pense qu'on peut se faire. J'avais juste Ouais, vas-y. une question à te poser parce que moi j'ai vu qu'il y avait Tiberi sur la start list. Est-ce que tu sais ce qu'il vient faire là sur le Dauphiné? Alors bon, pour info, on enregistre le mercredi là, hein, donc on n'a pas encore les start lists définitives, mais c'est possible. Après, il va peut-être être retiré. Après, on sait que des fois il y a des mecs qui, tu sais, qui surcompensent un peu du Giro et qui viennent sur le Dauphiné. C'était le cas d'un Jack Eck par exemple l'année dernière qui a fait une belle place. Je me souviens aussi d'un Joachim Rodriguez, c'était il y a une dizaine d'années, en 2011 je crois, qui sortait du Giro, qu'il avait fait dans top 6, top 7 et il était arrivé sur le Dauphiné et sur sa forme du Giro, il avait gagné 2 étapes, donc ça arrive parfois, donc pourquoi pas. Si Tiberi il est pas retiré de la start list, c'est qu'il se sent encore frais après ce Giro et qu'il espère surfer sur sa forme pour aller faire une performance. En tout cas, s'il est là, c'est sûr qu'il sera pas là pour préparer le tour. Oui. Alors on passe à notre prochaine section. Bah ouais, en fait, on va parler un peu, là, on va chacun se balancer des noms de coureurs qu'on va suivre un peu avec attention, pas forcément des coureurs qui vont gagner ce Dauphiné ou quoi que ce soit, mais des mecs qu'on a envie de suivre pendant cette course. Et je sais pas si t'as un ou deux premiers noms que toi, que t'as repéré. Bah moi je suis curieux de voir ce que par exemple un Tao pourrait faire sur ce Dauphiné. Honnêtement, il a pas montré beaucoup de choses pour me rassurer. Je sais pas trop en fait ce qui se passe avec ce coureur cette année. Je sais pas trop ce que Lidl cherche à faire avec lui. J'ai du mal à tout comprendre et j'aimerais bien être rassuré à un moment. Mais je sais pas ce que t'en penses. Je le vois pas trop faire un général. Je le vois pas trop aller chercher des étapes. Je sais pas trop ce qui se passe avec ce coureur. Bah c'est dur en fait, il a quand même une grave chute l'année dernière, il a pas couru en 2023 après le Giro. Là, je pense qu'il a eu du mal enfin voilà, une nouvelle équipe et tout, il a eu peut-être a pris un peu de temps pour se remettre en selle cette année. Donc c'est vrai qu'on l'a pas trop vu briller, mais du coup, je suis comme toi, je suis intéressé de voir si c'est parce qu'il misait toute sa saison sur le Tour et que là il va nous ressortir le niveau de dingo qu'il avait eu en début de saison dernière ou pas. Mais ouais, ça va être assez intéressant de suivre Tao sur cette semaine. Et toi, est-ce que t'as un nom? Bah, Sinon, j'ai aussi un Sam Bennett qui nous avait montré des jolies choses sur les 4 jours de Dunkerque. Bon, il y a pas grand-chose pour les sprinters, mais peut-être qu'il pourrait aller chercher cette première étape. ah bah ce sera le grand favori quand tu regardes la start list. En plus, s'il est emmené par Dorian Godon, qui a montré des super qualités cette année, à mon avis, ça peut même faire aller 1 et 2 parce que je vois vraiment, enfin, bon, on n'a pas la start list définitive, mais on va en reparler après. Il y a peut-être un ou deux autres Français également qui peuvent briller là-dessus, mais sinon, franchement, pour le sprint, ce sera quand même le grand favori de la première étape et ça m'étonnerait pas que l'équipe Decathlon AG2R verrouille tout pour s'assurer d'une victoire de Sam Bennett, peut-être un Kort Nielsen qui est annoncé sur la start list qui pourrait lutter face à Bennett, mais ce sera effectivement le grand favori. Après, bah, tu parlais de Tao du côté de l'équipe Lidl Trek. Moi, j'ai envie de voir un petit peu ce que va donner Ciccone. Ciccone qui devait faire le Giro cette année et je crois qu'il a été blessé. Il a Ouais. quasi pas couru, qu'on n'a pas vu hein, depuis le début de l'année et je crois qu'il a repris sur le Grand Prix de Francfort là au début du mois de mai où il a fait une apparition, mais sinon il a quasi pas couru. Donc ça va être intéressant de voir si on va retrouver un bon Ciccone. Il avait fait Moi, le tour de Romandie, il avait fait mais le il tour était de invisible. Romandie. On l'avait, ouais, il a été invisible, mais je pense qu'il était en reprise, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, donc Mais il a été blessé, je sais pas exactement quelle partie du corps, mais il me semble que c'était assez compliqué pour lui la préparation de cette saison.
Ouais, donc ça m'étonnerait pas, voilà, que là on retrouve un bon Ciccone, enfin Ciccone qu'on a envie de voir sur le Tour de France et pour aller, pourquoi pas encore une fois enflammer les étapes de montagne, aller chercher un maillot à pois. Et puis, et en fait, j'avais pas vu et on fait peut-être bien d'en parler, mais Mats Pedersen est sur la start list provisoire. Oui, Et c'est pour oui, ça que moi oui, je me disais, contre Sam Bennett, il pourrait peut-être oui. faire quelque chose. Ouais, ouais, ben j'avais pas vu non plus la présence de Pedersen, je viens de le voir, alors peut-être que ouais, 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 ça devrait jouer avec Sam Bennett Mais du tu coup vois, là toutes les assez étapes un largement. peu vallonnées, il peut aller faire quelque chose. C'est le genre de coureur à bien aimer les trucs, les Ah, petits coups de cul comme ça. tu penses, ça risque d'être dur, les étapes 2 et 3, ça risque quand même d'être dur, même s'il suit loup. Ah, je sais pas, mais Ah, pourquoi, peut-être pas aussi, mais tu vois, par exemple, l'étape ce qu'on 5 avait par dit contre. sur... Oui, sur l'étape 5. Je pense vraiment pas sur l'étape 2 et 3, en effet, mais sur l'étape 5, il peut aller faire quelque chose pour moi. Si on n'attaque pas trop sur les premières bosses, il peut être un profil assez intéressant parce que pour moi, le gros sprinter du Dauphiné passera pas ce genre de difficulté, mais lui, il peut le faire encore. Non, pour moi, l'étape 2 et 3 c'est trop dur pour lui pour l'instant. Ah, je viens de voir que Pedersen, il était à 1000 sur Cycling Fantasy pour le Dauphiné, c'est un peu cher quand même. Oh, c'est cher, C'est c'est un trop peu cher. cher pour Non, le mais nombre si c'est d'étapes. pas. Ouais, ouais, ça me paraît un petit peu cher. Donc, après, dans la liste des coureurs au départ, non, bah peut-être un Tobias Johansen du NoX. Ça peut être également intéressant. On sait il a chuté plusieurs fois depuis le début de l'année. Voilà, il avait un peu disparu depuis son running gag de. C'est quoi? C'est de la classique VAR là où il se fait dépasser par Lenny Ouais, Martinez oui, je sur fais la ligne. sauter. Voilà, j'ai l'impression qu'on l'a plus trop vu depuis. Donc, pareil, il avait fait un beau Tour de France l'année dernière. Donc, à voir, hâte de voir s'il est en jambes sur ce Dauphiné. Bah, est-ce qu'on passerait pas sur nos petits Frenchies? Bah oui, parce que finalement, ceux qu'on a envie de voir briller, c'est également nos Français. Alors, on va parler après des Français qui peuvent briller tout au long de la semaine, mais en tout cas, je pense qu'au classement général, on a vraiment une chance et une seule, et c'est David Gaudu. Je pense que tu es assez d'accord avec moi là-dessus. Alors, je suis désolé, mais je sais pas si c'est une chance ou pas, parce que moi, au général, j'y crois pas trop. Je me pose de plus en plus de questions sur ce coureur, même si je souhaite jamais rien de mal au coureur, mais des fois, j'ai juste du mal à croire à certaines ambitions. J'espère du plus profond de mon cœur qu'il va faire un bon Dauphiné, mais enfin vu ce que tu me racontais sur les courses qu'il y a eu récemment, il va avoir du mal à suivre au général, non? Ouais, c'est parce qu'il y a eu la Mercantour classique qui a eu lieu aujourd'hui. Et effectivement, ça a été un petit peu compliqué pour David Gaudu qui a fini loin. Et moi, je pense quand même j'espère que le stage s'est mieux passé. On se souvient que l'année dernière, il avait vécu un Dauphiné catastrophique quand même. J'ai encore cette image de David Oui. Gaudu qui se fait dépasser par Jay Hindley, qui est pourtant pas un grand spécialiste du chrono sur le seul contre-la-montre de l'édition de l'année dernière et qui est dépassé ensuite par tout le monde en montagne. Donc j'espère, voilà. Enfin, il a besoin de se rassurer, je pense. Il sait que l'année dernière, ça a été compliqué, ce Dauphiné, le Tour aussi derrière. Donc je pense que les erreurs ont été retenues et qu'il sera quand même en meilleure forme que les dernières. Est-ce que ça suffira derrière pour jouer avec les tout meilleurs? C'est tout ce qu'on peut espérer. Moi, je vois quand même bien. J'ai envie de dire que un top 10 serait rassurant sur ce Dauphiné et le mettrait sûrement bien plus en confiance que l'année dernière pour le Tour de France. Donc on va croiser les doigts. Pour l'instant, moi, il m'a pas rassuré cette saison et j'attends que ça. Et bah écoute, l'espoir fait vivre, on va dire. Donc de toute façon, maintenant plus que 2-3 jours à attendre avant d'avoir des réponses là-dessus. Est-ce que tu vois un autre Français briller pour le classement général? Peut-être je viens de voir qui était sur la start list, un Pavel Sivakov, s'il est pas trop bridé par Juan Ayuso, mais lui c'est pareil depuis le début de l'année et il est pas non plus flamboyant. Bah, il est très bon équipier. Je pense qu'il a pas été là, il a pas été pris chez UAE pour jouer des générales. Il a été pris pour aller travailler pour ses leaders. Franchement, j'aurais du mal à voir pour lui un classement général, même si c'est un type de coureur qui pourrait peut-être viser ce genre de choses, même si en voyant le profil, ça peut être un peu dur pour lui. Non, franchement, moi, j'y crois pas pour le général, même si je pense qu'il pourra faire un très très bon Dauphiné, mais en tant qu'équipier. Ouais, je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que voilà,
j'espère qu'en tout cas on le verra un petit peu plus quand le début de saison et que voilà, ce sera pas juste un pétard mouillé sur cette année, Pavel Sivakov, mais j'ai assez confiance en le français pour retrouver des sensations. Et puis ensuite, je crois qu'ensemble, on a repéré pas mal de français qu'on voit bien animer la semaine et pourquoi pas aller chercher des étapes. Est-ce que t'as un premier nom qui te vient en tête? Ah, je crois que c'est le nom que tout le monde a en tête en ce moment, c'est Axel Laurens, qui a gagné sa première course par étape sur le Tour de Norvège, qui fait un super début de saison, qui a malheureusement l'année dernière été un peu éclipsé par toutes ces histoires de avec c'est BNB où il se fait un peu, enfin il a du mal à retrouver une équipe, du coup il se retrouve dans l'équipe réserve de Alpecin et je pense que il y a des étapes qui sont dessinées pour lui. C'est quelqu'un qui peut tenir un groupe de mecs qui grimpent bien si ça grimpe pas trop et qui peut les manger au sprint après si ça arrive sur un groupe de 20-30. Il peut clairement faire de très belles choses et il a montré sur ces dernières semaines qu'il était très très en forme. Moi j'y crois à fond pour Axel Laurens. Ah bah moi aussi j'y crois à fond, il est à 400 sur Cycling Fantasy, clairement il sera très pris comme coureur à mon avis. Pour moi il y a au moins 4 étapes sur lesquelles il peut briller, la première, la deuxième, la troisième et puis la cinquième, donc voilà ça lui fait 4 chances de victoire. On a bien vu que c'était pas non plus qu'un puncher sprinter, mais même que sur on va dire des côtes un petit peu plus longues qui pourraient s'apparenter à ouais de la moyenne montagne, il était encore là. Ouais non, j'ai hâte de voir Axel Laurens, peut-être qu'également il est en train de jouer sa sélection pour le Tour de France, hein, pourquoi pas, ce serait hyper intéressant. Donc ouais, je serais pas du tout étonné qu'il reparte avec une belle victoire d'étape de ce Dauphiné sur sa forme actuelle. Donc ouais, écoute, moi je vais le suivre avec attention, je l'aime beaucoup en plus, donc c'est un coureur qui a super bien rebondi et qui est en train de montrer l'étendue de son talent. C'est une belle revanche pour le Ouais, Breton. c'est clair, c'est clair. Bah peut-être qu'on peut parler également d'un coureur comme Romain Grégoire. Non bah forcément Romain Grégoire c'est la pépite hein, de la Groupama, peut-être la seule qui sont en train d'arriver à malheureusement j'ai envie de dire à conserver. Donc mais bon, on va pas porter malheur à l'équipe. Donc non mais Romain Grégoire. Bah je le trouve très très fort. Enfin voilà, il a mis du temps à mettre en route cette année, mais il a quand même fait des très belles performances. Pour moi, il a fait un Liège-Bastogne-Liège qui était assez incroyable. C'est d'ailleurs la dernière course sur lequel on l'a vu. Mais enfin voilà, faut pas oublier qu'il a quoi? Il a à peine 21 ans, hein, donc il est très très jeune. Romain Grégoire, et ce qu'il fait pour son âge, c'est génial. Les étapes 2 et 3, elles lui conviennent très très bien. Moi, je l'attends clairement sur ces étapes. Je le vois bien remporter une de ces deux étapes également sur ses qualités de puncher. Il avait montré autour du Pays Basque en gagnant une étape que dans un final ça pouvait être un excellent finisseur. Donc ouais, je pense qu'en montagne ce sera un petit peu trop dur pour lui et qu'il partira peut-être en échappée ou qu'il sera là pour protéger David Gaudu. Mais en tout cas ouais, sur les étapes 2 et 3 clairement je vais vraiment regarder en espérant qu'il ait la niaque pour aller battre les meilleurs sur ce type d'arrivée. Je sais pas ce que t'en penses de Romain Grégoire. Bah là-dessus, moi, je te suis parfaitement. J'y crois à fond. Il a monté des belles choses sur le Tour du Pays Basque. Ça peut être un de nos Français qui va briller. Il y a des étapes qui peuvent lui correspondre. Et je pense que sur les étapes un peu punchy, il y a quand même beaucoup moins de monde que sur les purs grimpeurs. Donc, il y a une place vraiment à se faire pour lui. Est-ce que t'as un autre coureur encore un Français dans le viseur? Bah, est-ce que par exemple un Warren Barguil, est-ce qu'on pourrait le voir faire quelque chose sur ce Tour du Dauphiné? Je l'ai pas, bah, on l'a pas trop vu cette saison encore. Je pense que il me semble qu'il est quand même prévu sur le Tour. Est-ce qu'il vise sa prépa vraiment au Tour? Est-ce qu'il peut aller chercher une ou deux étapes? Je sais pas. Je l'espère et je pense c'est un peu une grosse inconnue pour moi, mais s'il est en forme, il peut vraiment. Il a montré pendant toute sa carrière que quand il était en forme, il peut montrer des très très belles choses quand même. Moi, très sincèrement, j'y crois quasi plus à Warren Barguil, mais en fait, tu vois, là, je suis sur son palmarès sur des dernières années, là, sur Pro Cycling Stats, et en fait,
Bah, il y a plus grand chose, hein. Franchement, il y a plus grand chose. Sa dernière année où il sort encore des très bons résultats, c'est 2022. L'année dernière, il est là dans quelques 2-3 étapes du Giro dans le top 5 final, mais sinon, voilà, c'est quand même très compliqué pour Warren Barguil. Donc, j'espère, mais à 32 ans maintenant, est-ce qu'il arrivera à retrouver, voilà, ses meilleures jambes? J'ai un petit doute, très honnêtement. Donc, écoute, ce serait bien pour lui qu'il arrive cette semaine à montrer que voilà, Warren Barguil n'est pas mort et qu'il est toujours là, mais j'ai quelques petits doutes. Bah écoute, moi j'ai fait un peu le tour. Après, je pense qu'on aura les traditionnels Guillaume Martin, Valentin Madouas qui seront là peut-être pour un fond de top 10, top 15, voilà, qu'on verra, mais j'ai du mal à voir briller plus que ça. Je sais pas si t'as encore un nom, toi, ou pas. Non, je pense que là, on a fait un très beau tour d'horizon des Français. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, la dernière course où Warren m'avait marqué, c'était vraiment le Giro de l'année dernière, Ouais, où il a était fait parti quelques dans échappées. quelques Ouais. échappées, mais il explosait quand même souvent sur les dernières montées, donc ça va être compliqué pour lui. Tout à fait. Et bah écoute, je te propose de clôturer ce podcast par le traditionnel prono. Quel est ton podium de ce Dauphiné? Alors, moi, je pense que Roglic va gagner ce Dauphiné. Et je vois bien une grosse surprise. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, parier sur AG2R m'a plutôt bien réussi. Donc, je vois bien un gars arriver troisième, tu vois, et avec un Remco deuxième ou un truc comme ça. Mais moi, je vois bien un gars réussir à accrocher le podium. Ok, et bah écoute, moi je vais tenter un truc, c'est qu'on va prendre des risques, on va dire un truc un peu différent. Je vois une victoire de Carlos Rodriguez devant Juan Ayuso et Primoz Roglic. Voilà, la jeunesse Ah ouais. espagnole Ah mais toi, va dépasser. tu, Ah bah toi, écoute, il faut y je aller. vais pas te confier mes sous pour faire des paris, hein, c'est pas possible. Eh, on en reparlera dans une semaine, hein. Ouais, Qui mais sait? en tout cas, tu ferais une très très grosse mise si tu faisais ça. Ouais, bah écoute, on verra. Bah écoute, je pense qu'on peut clôturer cette émission. Voilà. Bon bah on a hâte d'être au départ de ce critérium du Dauphiné. Je pense que voilà la start list et le parcours nous ont bien hypé. Je sais pas si t'as un dernier petit mot à ajouter, Loïc. Bah, on va bien s'amuser et je pense que les dernières heures de bureau vont être passées devant Eurosport. Évidemment, on n'encourage personne hein, à regarder le vélo pendant ses heures de travail ou en cours ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Ce qui est Non, bien. vraiment pas du tout. Eh ben écoute, merci Loïc, ça a été encore un super moment. Merci à tous de nous écouter. C'est un vrai plaisir de passer ces moments avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, faites attention quand vous allez rouler. Les beaux jours arrivent. Là vraiment, il commence à faire un peu bon dans beaucoup de régions en France. Donc on a envie de prendre le vélo, mais Sauf en n'oubliez pas Bretagne. sauf en Bretagne, bon évidemment, mais ça c'est toujours la même chose. En tout cas, voilà, alimentez-vous quand vous partez rouler parce que la fringale guette cap sur le critérium du Dauphiné dans quelques jours. Et en attendant, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.